Nous avons l'immense chance et l'immense plaisir de recevoir d'abord un collègue, surtout un ami de la discipline, un défenseur acharné de la santé publique sur les bancs de l'Assemblée nationale. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Véran, qui est député, qui est rapporteur de la santé à l'Assemblée nationale. Et je te donne la parole, Olivier. Je te remercie de venir nous voir ce matin. Bonjour, c'est beaucoup d'honneur de la part d'Amine qui m'est fait, et l'introduction est très très sympa, je regrette vraiment pas d'être venu, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis effectivement député, je suis médecin, neurologue dans le civil au CHU de Grenoble, passionné de questions de santé publique que j'essaye avec d'autres collègues de défendre dans un parlement très complexe, très divers dans son origine, et c'est parfois pas évident de mettre des sujets de santé publique à l'agenda public, c'est-à-dire de prioriser la santé publique par rapport au reste. Je vais faire un tout petit tour d'horizon peut-être des sujets d'actualité, récentes et à venir, histoire qu'on puisse regarder ce qu'on peut éventuellement faire ensemble dans les mois et les années à venir. C'est ce qui est le plus intéressant pour moi. Parce que vous êtes finalement les principaux acteurs de la santé publique en matière d'addictologie, par définition, et que moi j'ai parfois tendance à attendre beaucoup de la société civile en termes de mobilisation, et notamment de la mobilisation des experts. J'ai bataillé seul sur le Nutri-Score dans la publicité il y a 15 jours au Parlement. Il y a eu des professeurs de médecine comme le professeur Ekberg qui sont montés au créneau, le père du Nutri-Score, mais on a toujours besoin d'avoir plus de monde qui dit c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Il faut que le lobbying en matière de santé publique, il se fasse aussi depuis les experts, depuis les gens de terrain qui ont en face d'eux des malades et qui peuvent raconter une histoire. Je l'avais vécu dans le mandat précédent, j'étais rapporteur de la prévention dans la loi de modernisation de la santé, et sur la question par exemple du paquet neutre, on avait des attentes très très fortes de la part des professionnels. Je vous dis ça, c'est pas du tout c'est pour dire, n'hésitez jamais à monter au créneau, à contacter ministres, vos députés, à leur dire attendez, on parle de la position d'experts, on est face à des gens qui sont en situation de souffrance dans notre quotidien, et on vous dit que ça c'est important pour nous aider à les accompagner, à les soigner. Je ferme la parenthèse. Notre président de la République, moi j'étais en charge du programme santé pendant la campagne, a décidé de faire de la prévention la pierre angulaire de sa politique de santé. On a appelé ça la révolution de la prévention. Vous avez peut-être vu qu'on décline ça de différentes manières. L'idée d'avoir 40 000 jeunes étudiants en santé qui vont faire un service sanitaire de 3 mois, en entreprise, dans les écoles, dans les EHPAD. On le fait d'abord parce que ça nous forcera à enfin former des jeunes et des futurs soignants à la prévention. Moi qui ai fait 12 ans de neuro, je pense que j'ai eu peut-être un module de 2 heures sur la prévention en tant que telle pendant toutes mes années de fac. Donc on voit bien qu'il y a une carence importante à rattraper. Et la prévention, parler de prévention sans parler d'addictologie, ce serait évidemment complètement inutile quand on regarde les chiffres. Je veux dire, le tabac, 70 000 morts, 120 milliards de dettes annuelles, l'alcool, on peut en parler ici de l'alcool ? On a le droit ? Personne ne nous écoute. Hein. Quand même 50 000 morts avec l'alcool, quel qu'il soit, y compris le vin, et un problème de santé publique qui est majeur, même si, évidemment, je suis député de la majorité, je ne confonds pas alcool et alcoolisme. Enfin, on peut quand même parler des ravages de l'alcool dans notre pays. Donc vous voyez, ce sont des sujets qui sont parfois pas évidents, et puis des sujets qu'on ne voit pas émerger en France, en tout cas pas encore, mais qui peuvent ravager certains pays occidentaux. Quand on regarde la mortalité des Nord-Américains liée à la consommation des opiacés et des substituts et la consommation dans le cadre des sevrages, etc., on se rend bien compte qu'il y a des véritables problématiques qui peuvent demain nous toucher. De la même façon que l'obésité, moi je mets presque les troubles alimentaires, je ne sais pas si j'ai raison de le faire, Amine, troubles alimentaires dans une forme d'addiction, l'addiction au sucre avec laquelle on nous gargarise depuis la plus tendre enfance. Je ne sais pas si vous avez vu qu'en Angleterre, la semaine dernière, pays quand même libéral, ils ont engagé une action de groupe contre l'industrie de la malbouffe, taxé de faire du neuromarketing pour cibler les gamins. Et en termes neurologiques, on commence à avoir des études d'imagerie qui montrent qu'on n'est plus dans le neuromarketing qui cherche à appréhender les comportements des consommateurs. On est dans le neuromarketing qui cherche à imprégner durablement l'esprit, le cerveau, même physiquement, matériellement, des futurs consommateurs. Donc l'Angleterre pourrait mener une action de groupe contre la malbouffe quand nous, on est encore parfois en difficulté, même si la France est le seul pays à avoir, pour l'instant, mis au point le Nutri-Score. Le même pays anglais, d'ailleurs, qui est sur le point d'interdire l'utilisation, le recours aux figurines, aux animaux, aux personnages sympas sur tous les produits alimentaires destinés aux enfants. Il n'y aura plus le tigre sur le paquet de Frosties. Et l'Angleterre qui s'apprête à interdire toute publicité pour des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés avant 21h. Donc des pays libéraux sont capables d'aller plus loin et plus vite que nous, France,
ça quand même, nous qui sommes le pays quand même de la gastronomie et de la tradition culinaire. Donc, vous voyez, c'est toutes ces questions-là, moi, qui m'intéressent énormément. Je m'étais occupé des salles de consommation à moindre risque dans la loi précédente, du paquet neutre. En 2014, j'avais obtenu, contre l'avis du gouvernement à l'époque, la création du premier fonds tabac. J'avais obtenu 40 millions d'euros, et ce fonds tabac, aujourd'hui, il excède les 100 millions d'euros, et il permet de mener des actions qui sont intéressantes. J'ai mis la taxe soda dans la loi lors du premier budget de la sécurité sociale. J'ai échoué pour le Nutri-Score dans la pub, mais il y a bien d'autres sujets dont on va parler bientôt. L'Écosse a une démarche intéressante sur l'alcool, mais ça, il faudrait peut-être presque qu'on en discute entre nous. C'est le prix minimum de l'alcool, qui n'est pas inintéressant. Ça ne veut pas dire qu'on c'est forcément faisable en France, quoique si on réfléchit 2 minutes, mettre un prix minimum de l'alcool, il faut s'attendre à ce que la bière artisanale française, à ce que le vin français et à ce que les alcools forts français se trouvent matériellement au-dessus du prix minimum de l'alcool. Donc éventuellement, ça ferait monter le prix des mauvais alcools destinés aux précaires, aux étudiants qui prennent des cuites magistrales avec la vodka Rachmaninoff, et puis éventuellement un certain nombre de gens qui ont un alcoolisme particulier. Donc il faut discuter de ça. Pour moi, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas lieu de refuser d'aborder la question de l'alcool. Dans le mandat précédent, j'avais tenté de défendre la loi Evin, et j'avais parlé à l'époque de no-législatisme. C'est un peu le no-tourisme du Parlement, parce que lorsque j'avais voulu défendre, et même, en fait, j'avais juste fait une proposition, j'avais dit, mais finalement, le message de prévention de l'alcoolisme sur les bouteilles, à consommer avec modération, plus personne l'imprime. Enfin, il y a des sociologues qui montrent que ce message-là, il sert quasiment plus à rien. On le lit, c'est devenu tellement une habitude. Et j'avais proposé qu'on change la nature du message. Et figurez-vous, pour changer la nature de ce message, par exemple pour l'adapter au contenant, on ne mettrait pas le même message sur une bouteille de vin ou sur une bouteille de vodka destinée à des étudiants. On pourrait inscrire le site Alcool Infoservice, par exemple. Il faut la loi. Il faut une loi pour voter le contenu du message. À l'époque, ils avaient vraiment blindé le truc. Et moi, j'ai proposé un amendement qui disait on ne va plus recourir à la loi. Un simple arrêté de la ministre de la Santé et du ministre de l'Agriculture permettra de changer le contenu du message. Mais ça m'a valu une tribune signée par 1000, je crois, viticulteurs. Certains avaient proposé de débaptiser la commune Saint-Véran. Je faisais honte, j'ai aucun rapport avec la commune Saint-Véran. Et j'avais été battu lamentablement au Parlement après plus de 3 heures de débat où chaque député venait 2 minutes au micro pour vanter les mérites de ces cépages et expliquer à la fin des fins qu'on allait faire des bouteilles neutres et que c'était une catastrophe. C'est pas évident de toucher à l'alcool dans notre pays. Le tabac, on y arrive mieux. L'augmentation de 3 euros, c'est-à-dire 1 euro chaque année pendant 3 ans, c'est quelque chose qui est important. On voit une chute très importante de la consommation de tabac cette année. A priori, comme c'est lié aussi à une augmentation très importante de l'achat de substituts nicotiniques, on peut penser que ce n'est pas lié à tout d'un coup des tonnes de gens qui auraient passé la frontière pour amener des tonnes de cartouches, comme on peut l'entendre parfois dans le débat parlementaire, mais que ce serait bien lié à un arrêt important du tabac. Il y a une question à laquelle on n'a pas de réponse encore aujourd'hui en France, ou plutôt une réponse qui n'est peut-être pas très satisfaisante en matière de sevrage tabagique, c'est le vapotage. Je ne sais pas quel est l'avis des conférences d'Addicto sur la consommation de nicotine par vapotage. Les Anglais, par exemple, font même la promotion maintenant de la e-cigarette comme un outil de sevrage d'importance majeure. Probablement qu'il faudra qu'on évolue dans le quinquennat sur cette question-là. Sur le tabac, le paquet neutre est donc en fonctionnement. Et puis des sujets de prévention auxquels je crois beaucoup, notamment la prévention chez les jeunes. Dire à un ado, si tu fumes, ça va te tuer, c'est beaucoup moins efficace que quand on lui fait le schéma d'une artère, en lui expliquant la physiologie du fonctionnement vasculaire et pourquoi les lésions vasculaires vont se transformer en plaques d'athérome qui vont aller boucher ensuite les artérioles, etc. Donc moi, je crois vraiment à la pédagogie et à l'éducation. Autre sujet, c'est le cannabis. On va l'aborder sous 2 angles. Il y a un angle qui est inscrit dans le programme et un angle que je suis en train d'essayer d'amener au Parlement. L'angle programmatique, c'est finalement transformer la condamnation en amende, mais conserver un cadre délictuel. Donc ça, je sais que ça fait débat, parce que si on conserve un cadre délictuel à la possession de cannabis, on restera dans une démarche potentiellement assez fortement judiciarisée. Et un deuxième sujet que je traite dans le même mouvement, mais que je sépare très fortement du premier, qui est la question du cannabis thérapeutique. Et ça, cannabis thérapeutique, vous le voyez, j'imagine, je suis sûr que vous avez des patients qui sont dans cette situation. Je disais à Amine avant de venir, lundi matin, c'est vrai, de fois on dit sur les marchés, on m'a parlé de quelque chose d'immense. Là, c'est authentique. Lundi matin, j'étais en blouse au CHU, j'ai encore la blouse le lundi matin, et j'ai un patient que je suis depuis 5 ans pour une algie vasculaire de la face, monstrueuse, qui était sous Laroxyl 100 mg, 2 fois 2 mg de Risperdal, l'amaline, il en prend 4 par jour, ce qui ne sert à rien en l'occurrence, oxygène plein pot,
triptan en imijecte, 2 injections par jour. Il fait 3 à 4 crises par jour depuis plusieurs années. Il est en arrêt de travail depuis 1 an. Il était en train de perdre sa femme. Il était incapable d'éduquer ses enfants. Je l'ai fait hospitaliser 2 fois 15 jours depuis le début de l'année. Suivi au centre de la douleur. Infiltration profonde sous IRM qui a exacerbé ses douleurs. J'ai envoyé à Marseille voir un ponte en neurochir qui a dit au patient, moi je ne vous touche pas. Le patient était en état pré-suicidaire véritablement. Et il me raconte tranquillement lundi matin qu'il voit un de ses amis qui lui dit, écoute, t'es tellement mal, fume au moins ça va te détendre. Il a fumé, pendant 15 jours, plus une douleur. Et j'ai vu un patient en face de moi, ça fait 4 mois que je ne l'avais pas suivi, que je ne l'avais pas vu en consultation de suivi, il a arrêté 100% de ses traitements. Il consomme 2 à 3 fois par semaine. C'est très compliqué, parce que je n'ai pas la réponse d'un point de vue scientifique. En tant que neurologue, je ne sais pas expliquer pourquoi la consommation de cannabis chez lui aurait un effet sur une algie vasculaire de la face résistante, mais de fait, c'est le cas. Donc l'accès compassionnel à quelque chose, alors qu'on le bombarde de médicaments qui sont en train de lui flinguer sa vie. Donc là, il avait perdu 14 kilos quand je l'ai revu, il reprend le boulot la semaine prochaine. Enfin, vous imaginez comme... Et donc les gens sont dans l'incompréhension face à nous en disant « mais pourquoi ça, on ne peut pas ?» Donc voilà, c'est ça la question à laquelle j'essaie de répondre. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, on travaille beaucoup avec votre ami professeur pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut faire évoluer le droit, mais c'est parmi les sujets qui seront abordés bientôt. Je ne vais pas être plus long parce que je pense que je peux être très bavard là-dessus et puis vous avez beaucoup d'autres choses à aborder aujourd'hui. Vous dire que dans le terme d'organisation des soins quand même, on a une approche, moi je suis très sensibilisé à la question de la psychiatrie, de la pédopsie notamment, qui est une discipline qu'il faut absolument porter, universitariser davantage. Il nous manque de pédopsychiatres, même dans les grandes villes. La psychiatrie en général, moi je pense il faut valoriser davantage sa place et son positionnement dans le système de santé. Et puis que dans la logique de financement au parcours de soins demain, qu'il y ait des parcours de soins pour les malades qui sont dans les parcours d'addictologie, ça me semble extrêmement intéressant. Moi, je vous invite vraiment à essayer de vous intéresser à ce sujet du parcours, vous êtes intéressé, mais au sujet de la structuration et du financement du parcours de soins des malades en addictologie, il y a énormément de choses à faire. En gros, ce qu'on a dit dans la loi, c'est que maintenant, c'est plus nous qui cadrons les choses. On laisse aux professionnels de santé dans les territoires le soin de développer leurs propres projets de soins, de suivi. Et nous, on est là pour financer. On évalue le fonctionnement des parcours de soins. Si ça fonctionne, on continue. Si ça ne marche pas, on essaye autre chose. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir vos ARS, aller voir votre directeur, aller voir vos collègues. C'est ville-hôpital. Ça peut transcender la question de la seule addictologie, évidemment. En hépato, on peut imaginer avoir des parcours complexes, etc. N'hésitez pas, on a vraiment besoin de vous et on a fait en sorte que vous n'ayez plus d'entraves pour pouvoir exercer de façon différente demain. Merci, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup, Olivier.